Et je me suis dit, si je continue comme ça, je vais laisser ma peau. Donc je discute avec certains et c'est comme ça que je commence à discuter, à conseiller. Et je vois que ça fait du bien en fait. Et moi, ça me fait du bien aussi d'apporter ces réponses-là. Et le dilemme a été très très difficile parce que quand je décide de quitter cette boîte, je suis aussi en train de me séparer. Okay. Et mes enfants sont jeunes, ils ont 6 ans. Et dans cette boîte, j'avais beaucoup d'avantages. Beaucoup, hein, les CE, etc. Tu sais, quand on est dans une boîte en CDI, dans une belle boîte, il y a de beaux avantages. Mais en même temps, ça n'allait plus avec la direction parce qu'il y avait une direction qui a changé. Okay. Donc ceux qui sont à l'ancienne ne sont plus les bienvenus. C'était chaud et j'ai hésité longtemps. J'ai dit oui, je pars, non, je ne vais pas. Je négocie. C'était conflictuel en fait. Et je parlais aux enfants. Mais c'était petit hein, en même temps. Hein. Je leur dis, mais si maman continue, elle va être malade. Elle ne va pas pouvoir supporter. Et vous n'aurez plus tous ces avantages que vous avez, les avant-premières pour les films, etc. Et c'était compliqué parce que j'avais déménagé. Et donc le temps de trajet avait considérablement augmenté. Voilà. Et c'est pour ça que j'accompagne les femmes aussi qui sont dans une situation de séparation, parce qu'il y a trop de choses à gérer en même temps. Il faut être opérationnel en entreprise ou si vous êtes chef d'entreprise, gérer les enfants, la nouvelle organisation, un déménagement s'il le faut, un changement de travail. Ça fait beaucoup de choses pour une seule femme. Ouais. Déjà qu'on est vraiment toutes très prises hein, par nos responsabilités de mère, oui, ou pas, hein, mais en couple, etc. C'est beaucoup de responsabilités. Et donc là, je me dis, vas-y, lance-toi. Tu sais faire autre chose. Et c'est là où je me relance dans l'entrepreneuriat. Toujours avec Pascal en ligne de mire, qui me dit toujours, vas-y quoi. Et lui, alors il est extraordinaire hein, quand même, il avait lancé un atelier autour du coaching et on parlait de sa mission de vie. C'était des choses que je n'avais pas vraiment entendues, tu vois. Moi je m'intéresse à l'estime de soi, la conscience de soi, mais là c'est encore autre chose en fait. La mission de vie, je me dis waouh, c'est puissant. C'est puissant. Et quand je m'assois, je leur raconte cette histoire, juste cet épisode du trajet et le fait que je tombe malade et que je me rends compte qu'en fait il faut que je sois, qu'il faut que je fasse autre chose dans lequel je suis alignée. Et quand je raconte cette histoire, l'auditoire entre guillemets est pris et saisi par cette histoire et moi je me rends pas compte en fait et je me dis il se passe quelque chose. Et je me dis wow, le coaching c'est intéressant en fait et on peut faire la différence. Et c'est là, grâce encore à Pascal, que je me dis ouais, le coaching c'est une voie vers laquelle je peux aller. Et je commence à m'intéresser à ça. Je découvre Anthony Robbins, Christophe André. Et d'ailleurs, Christophe André, j'entends une de ses vidéos sur l'estime de soi. Pourquoi on ne s'aime pas? Qu'est-ce qui fait qu'on ne s'aime pas? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu quand on était enfant? À quel point est-ce qu'on a dû être un bon enfant pour répondre aux exigences de la société? Et là, je pleure. J'ai jamais autant pleuré. J'étais dans mon bain. Je prends jamais de bain en plus. Et là, j'étais dans le bain et je vois, j'avais cette tablette et je pleure. Je dis, mais pourquoi ça te touche autant? Et je pleure. Et je réécoute la vidéo et je repleure encore. Et je me dis, il y a un truc. Et c'est là où je m'incarne en fait. C'est là où je commence à comprendre toute mon histoire. Et quand je te parle de petite en passant par ces études que je trouve toute seule, cette capacité aussi à remettre en question le système de façon sourcée grâce à la fac, ces rencontres que je fais, ces gens qui voient quelque chose en moi que je ne capte pas, même cet ex-mari hein, qui se rend compte qu'il faut que je fasse ce que j'ai à faire parce que sinon c'est une question de vie ou de mort, clairement. Et là voilà, c'est comme ça que le coaching vient à moi. Waouh. C'est puissant, hein? Voilà. Donc en fait, c'est ton expérience, tout ce que tu as vécu qui fait qu'aujourd'hui tu es coach. En fait. Exactement, exactement. Et quand j'ai voulu, passer vraiment à l'accompagnement physique, il s'est posé plein de questions à moi. Et notamment de reprendre des études, faire une formation en coaching. Okay. Donc quand je m'y intéresse, c'était pas comme aujourd'hui. Hein. Ouais, franchement, j'étais vraiment dans les débuts. C'était très américain. On s'intéressait à la psychologie, psychosociologie, etc. Il y avait le contexte aussi. Hein. Il y a eu des émeutes, il y a eu la victoire des Bleus, le Black Blamber, tous ces trucs-là. Les marches aussi, les marches dans Paris pour demander la reconnaissance qui est une date commémorative pour la fin de la traite négrière.
tous ces mouvements-là, j'y suis, hein, clairement. Hein, j'ai été de tous les mouvements. Et c'est là que tout, en fait, prend sens. Coach Rocky naît dans tout ce contexte-là. Surtout, oui, voilà, ce que je voulais dire, c'est que je me posais la question de faire des études, de reprendre des études. Oui. Et j'essaye un peu de voir autour de moi qu'est-ce que je pourrais faire. Je vais à HEC quand même pour voir. Mais je trouve que la façon dont ils appréhendent le coaching est très eurocentrée. Okay. Il y a vraiment, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont super intéressantes, mais je ne serai jamais une freudienne, clairement. Après, tout ce qui est sciences sociales, j'aime bien, hein, donc tout ce qui est Bourdieu, Durkheim, etc. Même si on ne peut pas toujours être d'accord avec tout, c'est toujours très très intéressant. C'était des références que j'avais pour mon mémoire, mais il y avait un truc qui n'allait pas, tu vois, dans la façon dont c'était enseigné, et c'était hyper cher en plus. Hein. Et donc je reparle à mon directeur de mémoire, Monsieur Najab, merci, qui me dit, en fait, tu n'as pas besoin de reprendre parce que tu as fait de la communication. Donc la communication, c'est interpersonnel, c'est émission-réception, c'est information, comment transmettre l'information, pouvoir écouter l'autre. En plus, j'avais pris un UV sur la formation de formateur et il me dit pourquoi pas un peu d'ingénierie de la pédagogie. Ça pourrait être intéressant pour pouvoir théoriser la pratique, tu vois, pour que je puisse avoir mes outils. Et c'est comme ça que je fais une formation. Et que je me dis, ok, parce que j'ai fait beaucoup, moi, d'ateliers, forcément, et souvent je me rendais compte qu'on repartait avec beaucoup d'émotions et peut-être rien de concret entre les mains. Et donc je me disais, il faut que je trouve une façon voilà, que ce soit un peu comme une formation, en fait, d'adulte. Et donc, formation de formateur, plus l'ingénierie de la pédagogie. Et voilà, ma pratique se renforce. Je développe mes 7 curseurs bien-être qu'on doit pouvoir varier en harmonie, que ce soit la santé, les relations, les finances, les objectifs personnels, etc., etc. Donc voilà, comme de la musique finalement, tous ces curseurs qu'on varie. Donc je commence comme ça le coaching, et dedans, forcément, il y a le funky style coaching, basé sur la musique. Et donc je lance les premiers ateliers destinés aux ados, comme je te disais, et qui leur permettent de choisir 7 musiques qui correspondraient à ces 7 curseurs, et de pouvoir les mixer, et de créer leur propre musique. Et je parle de ça parce que c'est important, et vu le lieu où on est, parce qu'on a Umutunde qui est pas très loin, et je me dis la musique, il y a quelque chose, alors je suis pas la seule à le ressentir, hein, la musique nous porte, elle nous motive, voilà, et la musique fait partie de ma vie depuis le début, comme je te disais. Et là je vois une interview de Umutunde sur la musique, sur la puissance des fréquences, sur la façon dont la musique se dessine sur la coquille des tortues, sur la façon dont une voix va t'emporter ou avec des basses fréquences, etc. Je regarde, deuxième fois que je pleure devant une vidéo. Je dis, ah ça y est, je comprends tout. J'ai eu comme une révélation. Donc après, bon, tu sais ce que c'est, quand on fait quand même un métier comme le coaching, même toi, tu es entrepreneur, c'est qu'il faut avoir une cible. Et moi, j'étais sur le coaching de vie, je voulais aborder plein de sujets, notamment la santé, parce que j'ai connu ces difficultés-là. J'ai quand même un traitement à vie qu'il faut pouvoir gérer. Je suis une femme, j'ai de l'endométriose, j'ai 2 maladies rares, voilà. Un handicap visuel qui ne se voit pas, mais voilà, qui est là. Et tout ça, je me dis, mais qu'est-ce que tu en fais en fait? Et un fils qui a des séquelles. Déjà une patiente expert. Ok. Voilà, avec... donc ça me permet aussi de faire de l'éducation thérapeutique. Voilà. Donc je me dis, il y a peut-être un truc à faire, parce que comme je vais souvent à l'hôpital, en tout cas à l'époque pour mon fils, là je rencontre... Non mais... J'ai trop de personnes à remercier dans ma vie, vraiment. Donc déjà ce médecin, docteur Baudouin, qui a sauvé la vie de mon fils, c'est avec elle que le slogan « À chaque jour surgit sa joie » arrive. Parce que quand je vais la voir, donc avec ses rendez-vous assez récurrents, je lui dis, moi je me suis lancée dans le coaching avec tout ça, elle dit, ah mais c'est très bien, je me vois dedans, etc. Et je savais, j'ai une phrase mantra, et je lui dis, d'ailleurs ça se voit dans mon feed, hein, quand on regarde un peu, au début c'était à chaque jour suffit sa joie. Elle me dit, ah c'est bien ça, c'est inspirant. Elle me dit, mais vous savez, Madame Diop, il n'y a jamais assez de joie dans une vie, donc pourquoi pas à chaque jour surgit sa joie? Et je lui dis, mais oui, c'est ça. Et donc ça vient quand même d'une personne qui est importante dans notre vie. Hein, elle a sauvé mon fils à plusieurs reprises, elle l'a suivi jusqu'à ses 12 ans à peu près.
Et donc au bout d'un moment, elle ne le suit plus parce qu'elle l'a opéré, etc. Donc il y a un autre service qui le prend parce qu'il a des séquelles d'une maladie rare qui existe. Et donc je rentre dans ce service-là et elle me présente un professeur avec qui je discute et qui me dit « Ah, mais ce que vous faites, c'est génial. Pour les adolescents, c'est super. » Et là, je fais mes premiers rendez-vous. Et c'est à l'hôpital Necker, l'hôpital des enfants. Après, il y a eu le Covid. Après, c'est un peu une excuse, mais il y a eu le Covid, etc. Moi, surtout, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils m'ont demandé de répondre à un appel d'offres. Je me suis assise et j'ai travaillé sur cet appel. Mais j'étais inspirée. Tu ne peux pas savoir à quel point. Et c'est pour ça que souvent, tu te dis, mais j'espère que je serai à nouveau inspirée de cette façon-là. Et donc, je remplis le dossier. Non, mais... Je finis, je ferme mon ordinateur, je reviens le lendemain, ça a disparu. Mais non. Je te jure, j'ai pleuré. J'ai pleuré, j'ai pesté. Je dis, mon Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire? Je comprends pas. Je cherche dans la poubelle, dans les trucs, je reboote mon ordinateur. Rien. J'avais plus d'énergie pour commencer. Mon fils me dit, oh, peut-être que tu le feras plus tard et que ça viendra avec de nouvelles idées. Je dis, mais ce que j'ai écrit, je pourrais jamais le remettre. Et donc finalement, voilà, c'est ce qui fait que j'ai pas poursuivi avec l'hôpital Necker. Et du coup, à nouveau, donc, on me dit, pour ton coaching, c'est mieux d'avoir une persona bien identifiée et voir qui vraiment tu peux accompagner. Et c'est là que le divorce coaching est né, de mon expérience, et tout en continuant sur toutes les transitions de vie, en fait. Et comme moi, mon cœur d'étude à l'époque, c'était vraiment le changement, via le principe de la dissonance cognitive. C'est un peu compliqué comme principe, mais en tout cas, c'est là-dessus que ça se repose. Donc tout s'emboîte. Tout s'emboîte. Et on parle encore d'identité. Et il y a un an, j'ai l'opportunité de travailler avec Talento Africa. C'est venu comme ça aussi au bon moment. Je ne peux pas te dire. C'est vraiment, ça arrivait au bon moment. Et donc, elle recherchait d'abord quelqu'un pour recruter des profils plutôt C-level en prenant l'expérience sur les postes à responsabilité que j'ai eu. Et puis finalement, la partie coaching a beaucoup intéressé. Parce que là, ça me permettait non seulement de recruter des profils, mais de les booster pour le jour de l'entretien. Et en même temps, puisque c'était plutôt des talents de la diaspora, il se posait cette fameuse question de retour sur le continent. Tout s'aligne ensemble, tu vois. Et c'est Paulo Coelho qui dit « Le monde conspire à ce que vos rêves se réalisent ». Et c'est ça en fait. Et il n'y a pas de temps, il n'y a pas de durée. Parce que tu vois, je t'ai raconté ça, mais c'était il y a 20 ans. C'est ça. Jusqu'à maintenant. Et la réussite, c'est pas seulement financier. Et c'est un processus qui longe. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Et j'ai vu hier un reportage d'une demoiselle qui est montée sur le Kilimanjaro et qui disait en fait, je suis arrivée en haut, mais c'était pas ça le plus intéressant, c'était tout le trajet. Voilà. Et c'est l'expérience que tu as vécu en fait. Et c'est ce qu'on dit, on dit toujours c'est le chemin. C'est le chemin. Et là, vraiment, c'est ce qui se passe. Alors, j'ai pas fini, j'ai encore plein de choses à réaliser, mais il y a un moment donné, les choses s'alignent. Et il y a des gens qui te tendent la main. On n'est jamais seul en fait, même quand on croit qu'on l'est. On se dit, je vais encore devoir trimer, toujours avancer, forcer et tout. Et puis, à un moment donné, surtout quand on ose demander. Voilà. C'est où tu reprends plein de termes dont je parlais en fait récemment dans des vidéos justement. Et c'est vrai, tout ce qui est réseau, t'es pas seul en fait. Tu peux y arriver seul, mais tu prendras beaucoup plus de temps. Il y a plein de choses à prendre en compte dans ce que tu dis. C'est super important. C'est inspirant. Et c'est vrai que moi je me suis toujours construite seule aussi, en me disant, après je suis pas d'une grande famille, à chaque fois que je dis qu'on est deux, ah bon, famille africaine, vous n'êtes que deux? Oui, c'est vrai, nous ne sommes que deux. Et du coup, toujours avec cette... Comme je n'étais pas incarnée, que j'ai dû me trouver toute seule, j'ai toujours eu le sentiment que pour y arriver, je ne pouvais compter que sur moi. Et puis il y a un moment, un peu comme tout le monde sur la période du confinement, mais je pensais que ça, de toute façon, qu'il y ait eu confinement ou pas, ça allait m'arriver. C'est qu'à un moment donné, j'ai eu un poids. J'ai pris conscience de tout ce qui m'est arrivé. Et je me suis dit, waouh, comment t'as fait? J'ai pris conscience et c'était nécessaire en fait. Et j'avais comme une sorte de nuage tout le temps au-dessus de moi. Je faisais des projets, mais ça ralentissait, ça avançait. J'étais lourde, lourde. Et c'est là où en fait la psychothérapie comportementale a été pour moi salvatrice. C'est pour ça que moi en tant que coach,
Je sais où sont mes limites et je sais quand est-ce qu'il faut envoyer vers un psychologue, un psychothérapeute, parce que c'est pas du tout les mêmes métiers, ça n'a absolument rien à voir. Donc ça m'a sauvée, parce que si j'avais pas exprimé, si j'avais pas raconté tout ce dont je te parle là aujourd'hui avec facilité, ça allait me peser toute ma vie. Et c'est pour ça que aussi dans la culture afro, on est très dépendant des injonctions et des limites que nos parents, que la famille peuvent mettre sur nous, mais ne le font pas exprès, parce qu'eux-mêmes ont vécu ça. Donc il faut réussir à savoir ce que l'on doit garder et ce que l'on doit retirer, parce que notre force, c'est quand même notre culture. Clairement. Et il faut voir dans la culture ce qui nous rend plus forts, ce qui nous permet de nous élever. C'est ça le plus important. Et surtout, quand on ne sait pas où on va, s'en référer aux anciens. Je trouve que dans la nouvelle génération, certains, pas tous, il y a un manque de considération pour ce que les anciens ont pu faire. Ou pour les plus âgés, simplement. Il y a des gens qui ont ouvert des portes. Il y a des gens qui ont vécu certaines choses. Et c'est pour ça que la transmission, c'est important. Et c'est pour ça que j'ai lancé un métier qui s'appelle Les Talentueux. Parce que l'idée, c'est vraiment ça, c'est de transmettre. C'est de dire qu'est-ce qui s'est passé à l'époque pour qu'aujourd'hui on en soit là. Comment ça se fait que toi, jeune afro-descendant, quand tu vas en entreprise, on parle de diversité déjà, même si c'est un peu biaisé. Mais pourquoi est-ce qu'on en parle? Quels ont été les mouvements qui ont été lancés avant? Et même avant nous, quand on parle de Black Panther, etc., quand on parle de Black Panther et la relation qu'ils avaient avec l'Algérie, c'est quand même des choses hyper puissantes et qu'on ne connaît pas suffisamment. Il n'y a pas que les Égyptiens, oui aussi, mais il y a toute l'histoire, en tout cas pour les Afropéens, ceux qui sont en France. Moi, je ne connais pas l'histoire des Noirs je sais pas moi, d'Allemagne ou d'Angleterre, qui ont aussi une histoire bien spécifique. En tout cas, en France, il s'est passé beaucoup de choses. Et ça, c'est aussi de notre responsabilité, parce que je suis une ancienne, d'en parler à la nouvelle génération pour que, justement, on puisse faire de notre culture une force. Et c'est pour ça que je fais de l'ethno-coaching. Donc je m'adresse à tout le monde, évidemment, mais l'ethno, pourquoi? Parce que l'aspect civilisationnel est important. Notre histoire est chargée d'empreintes très douloureuses, mais devons-nous toujours nous retourner vers cette douleur? Il faut exprimer. Et je pense que dans toutes les dernières 30-40 années, on a exprimé. Maintenant, il faut guérir. Et il faut lâcher prise sur ce passé. Il y a des musées. Moi, je ne supporte plus de voir des images sur Instagram où on voit des hommes noirs enchaînés. Je trouve que ça réveille quelque chose et ça perpétue quelque chose. Donc, montrons de beaux hommes noirs, forts, puissants. Oui, il y a des situations très délicates en ce moment, on le sait, Arabie Saoudite, Tunisie, etc. Et on nous montre, sans aucune pudeur, le corps d'une mère avec sa fille, mais c'est flouté, un père qui perd sa femme. Et je trouve qu'on a une responsabilité, alors moi je suis une professionnelle de la com, dans ce qu'on véhicule en termes d'image et qu'est-ce qu'on laisse comme empreinte dans la tête de nos enfants. C'est super important. Et voilà, toi aussi, tu es dans l'image, ce que tu véhicules, c'est positif. Et ça, c'est le plus important. On connaît notre histoire, si on a besoin de savoir, il y a l'INA, c'est une source extraordinaire d'informations, les bibliothèques, maintenant Internet, Google, etc. Mais s'il vous plaît, laissons ça. Ça existe, on en parle à nos enfants, on les éveille, mais surtout on les éveille à l'excellence, à aimer la beauté noire, africaine. Il y a ceux qui sont déracinés, oui, parce qu'ils sont nés ici, parce que retourner au pays, ça coûte une fortune, on en a parlé, des billets à 1 400 €, et à un moment donné, il va falloir qu'on se rebelle, parce que c'est pas possible. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire, et c'est comme ça, donc tout ça, pour répondre à ta question, c'est pour ça que je te dis, est-ce que tu es sûre? Est-ce que tu es sûre que tu veux qu'on rentre dans ça? Et encore, j'ai raccourci. Donc voilà, c'est comme ça qu'est né Coach Rocky. Donc maintenant, c'est du coaching pour les femmes, surtout dans les périodes de séparation, et pour les talents de la diaspora, comme je disais tout à l'heure, pour les accompagner et faire un retour, s'ils le souhaitent, ou une partie de leur vie en Afrique, en trouvant un job et de façon alignée. Super. Voilà. Super. Wow. J'ai une question. Quel est le lien, qu'il soit professionnel ou personnel, ou les deux même, que tu as aujourd'hui en tant qu'afro-descendante avec l'Afrique? Le lien que j'ai actuellement en tant qu'afro-descendante
que ce soit professionnel ou personnel, avec l'Afrique. Déjà, je suis, voilà, quand tu me vois, tu peux deviner déjà. En tout cas. Voilà, je suis là. Et fière, voilà, clairement. Et le lien que j'ai, il est... j'en parlais il n'y a pas longtemps parce qu'un de mes oncles est décédé. C'est un grand acteur sénégalais que je ne connaissais pas, que j'ai découvert à sa mort. Et je me souviens que je discutais, je ne sais plus si c'était Cyril ou quelqu'un de Cinéwax qui avait publié comment ça s'appelle, un extrait ou le trailer d'un film, je ne sais plus si c'était Salou ou autre chose, du premier western africain. Et quand je vois ça, je me dis, waouh, il faut absolument que je vois, mais c'est... Et il y a mon oncle dedans, un truc de fou. Et moi, j'apprends ça, là, il y a quelques jours, qu'il est décédé et qu'il a été découvert sur le tard. Donc quand on le voit avec ses locks blanches et tout, il a beaucoup, alors je ne connais pas toute son histoire bien sûr, mais ça c'est juste pour dire, et je le mets dans mon post, c'est rêver, oser rêver, voilà, que personne ne vous empêche de rêver et tenez bon. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour réaliser sa mission de vie. Et les films qu'il a fait, la série YouTube dans laquelle il est majestueux, il est beau, il est imposant, etc. Et c'est des gens qui ont découvert son talent sur le tard et qui lui ont donné cette opportunité-là. Voilà. Et donc ce rapport, pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que le rapport que j'ai avec l'Afrique est biaisé. Parce que comme je te dis, je suis venue ici très tôt. Je suis née ici, je suis partie 3 ans, je suis revenue. Et ensuite, parce qu'il fallait coller à une identité française, j'ai été coupée de mes racines. La seule chose qui me sauve, on va dire, c'est que comme entre 3 et 6 ans, j'ai entendu Wolof, c'est que je le comprends très bien. C'est difficile pour moi de le prononcer. C'est pour ça que si vous avez des enfants, il faut les plonger dès tout petit, hein, parce qu'il y a des choses qu'on n'oublie pas, j'en suis vraiment la preuve vivante, c'est un truc de fou. Et donc, la relation, elle est biaisée, tout en ayant l'amour pour le continent africain de façon globale, et pour mon pays, évidemment, pour la culture, là où j'ai des références importantes. Et le fait de travailler avec Talento Africa, ça me permet justement de garder ce contact avec l'Afrique, les habitants, les locaux comme on dit, et en même temps ceux qui sont un peu comme moi, qui sont sur d'autres continents et qui veulent maintenir ce lien avec l'Afrique. Donc c'est un lien qui est un lien d'amour et aussi un peu douloureux quand même, parce que j'aimerais être plus proche. Et qu'en même temps, et je le répète, les billets d'avion à 1 400 €, quand on a une grande famille, alors moi j'en ai que 2, mais les parents qui en ont 6, ils font comment? On va pas à la maison de campagne en Normandie, c'est compliqué. Et ça c'est un vrai sujet, parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'on accepte ou qu'on n'accepte plus? Et c'est ça l'assertivité, c'est ce que je propose dans les ateliers, c'est savoir dire non. Et on voit bien que certains pays, alors je ne vais pas rentrer dans la politique ici, hein, c'est pas le but, mais on a bien vu que certains ont dit non. Et que c'est possible. Donc moi, j'envoie un message à tous les influenceurs, lançons le boycott à la Rosa Parks aérien. 1 mois sans prendre des billets, franchement, prenez sur vous pour pas aller sur le continent, mais vous verrez, ça va tout changer. Ils font 66 milliards d'euros, non, c'est 66% de leur chiffre d'affaires à Air France, avec les Africains. 1 mois, tu vas pas, c'est quand même chaud. Donc voilà, donc mon rapport, c'est ça. Il y a un peu de colère. Je pense qu'il y a des stratégies gouvernementales aussi, parce qu'on reproche à ces jeunes d'avoir brûlé la ville, les villes, c'est pas bien, évidemment. Mais en même temps, je pense qu'il y a vraiment une sorte de... C'est volontaire de se voiler la face. Et parce que pourquoi entre 20 ans, à l'époque où il y a eu les premières les émeutes, aujourd'hui il n'y a pas de changement, c'est parce qu'il faut quand même maintenir cette population dont on a besoin ici. On a besoin de sources, hein, de main-d'œuvre. Et si tous ces Africains sont trop conscients de la beauté de leur pays, des richesses qu'il y a, des choses qu'il y a à faire, c'est moins de business pour eux. Voilà, j'ose le dire, c'est peut-être pas politiquement correct, mais c'est une réalité parce qu'on les voit, toutes ces entreprises qui vont s'installer sur le continent. Certaines sont alignées, hein. D'ailleurs j'en ai dans mon portefeuille de clients qui sont totalement alignées. Ça peut être des entreprises occidentales aussi, mais qui veulent donner l'opportunité à des locaux aussi de pouvoir trouver un job, le job de leur rêve. Mais il n'en demeure pas moins que, voilà, moi c'est tout ça en fait. Mon rapport à l'Afrique, il est particulier. Et je découvre avec
l'actualité, Sonko, etc., qu'il y a quand même des Africains qui ne nous aiment pas en tant qu'afro-descendants. Ces Européens qui veulent revenir, et pas tant dans ce côté, parce que je parle toujours d'humilité, on n'arrive pas en terre où il y a tout à faire, c'est qu'ils ont le sentiment qu'on était bien content d'être en Europe et maintenant qu'on voit qu'il y a des opportunités, on revient. Et j'ai vu franchement des discours haineux vis-à-vis des Afropéens. Et je me disais, mais je ne savais pas que c'était comme ça, à ce point-là. Donc il faut vraiment être conscient de tout ce bouleversement qu'on est en train de vivre actuellement. Ouais, c'est vrai. Il faut savoir apprivoiser en fait. Exactement. Exactement. Au niveau de Talent to Africa, est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment tu suis les personnes? Enfin, comment ça se passe en fait? C'est quoi le processus? Alors le process, c'est une agence de recrutement, on va dire, sur le côté basique. Des clients nous contactent et demandent des profils. Ils ont parfois des exigences, ça peut être, tout dépend du type de contrat. Donc ça peut être un contrat local, comme je disais tout à l'heure. Ça peut être aussi des profils qui ont des compétences qu'on ne trouve pas sur le continent et qu'on va aller chercher dans la diaspora à l'étranger. Ça peut être, j'en ai un peu partout, de France, d'Angleterre, Canada. Vraiment, j'ai eu beaucoup de profils ou en dehors du pays africain, dans d'autres pays d'Afrique. Donc c'est ça. Donc les clients viennent nous voir, nous demandent un type de profil. Alors moi je suis sur des profils plutôt C-level, donc plutôt dirigeants, responsables, etc. Et ensuite, moi d'identifier, c'est un peu comme de la chasse. Okay. Donc soit je fais une annonce sur une plateforme, ou soit oui, ça va être une annonce en général, ou sinon j'ai identifié déjà des profils que je vais aller chercher. Donc une fois que j'ai trouvé certains candidats, on va proposer une shortlist à notre client et c'est à ce moment-là que j'interviens. C'est-à-dire que j'ai identifié que ce profil est vraiment a du potentiel pour le poste, a vraiment les compétences requises et souvent on se rend compte que finalement beaucoup ne sont pas préparés à l'entretien. Okay. Donc il y a des entretiens physiques quand ils sont dans le même pays et à distance. Donc ça met encore quelques freins supplémentaires parce qu'il faut avoir la bonne connexion, il faut être bien habillé, il faut que la voix porte, etc. Gérer le stress, exactement. Et puis certains aussi sont en poste depuis un certain temps et même s'ils ont des très hautes responsabilités, ils ont oublié comment se vendre en fait. Et donc il faut raviver ça, les rebooster, les remotiver, leur apprendre aussi à négocier leur salaire à la hauteur de leurs compétences, ça c'est très important. Okay. Puis d'autres choses que je ne peux pas dire maintenant, mais l'idée c'est vraiment de les booster pour qu'ils puissent répondre à cette offre, qu'ils aient le plus de chances possible. Donc parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Parfois c'est quelqu'un qu'on avait identifié peut ne pas totalement correspondre et puis on reprend un autre sourcing et c'est un peu la boucle. Et ce qui est très intéressant pour moi en tout cas dans cette collaboration avec Talent to Africa, c'est ce contact avec la diaspora ou les amoureux de l'Afrique. Okay. Parce que je tombe quand même, parce qu'on parle beaucoup du conflit blanc, noir, blablabla, mais je tombe sur des Français, caucasiens comme on dit, qui sont vraiment amoureux de l'Afrique, qui t'en parlent avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de respect. Et ils sont les bienvenus, moi je trouve. Donc voilà, c'est un peu le process. Vraiment l'idée c'est pas juste de placer un candidat, c'est vraiment de l'accompagner de A à Z. Et dans ce process-là, on m'a confié la partie coaching. Donc si des candidats veulent un coaching plus poussé, ils me demandent. Ou si d'autres personnes qui ne sont pas forcément dans le processus de recrutement que je propose, ils peuvent faire appel à moi. J'ai plusieurs prestations, que ce soit refaire le CV, travailler sa prise de parole, faire un CV vidéo aussi. Donc en collaboration, toujours comme pour la partie coaching pour les femmes, en collaboration avec des professionnels qui vont accompagner tout ce process et notamment le retour en Afrique. Et d'ailleurs, est-ce qu'on l'annonce? Oui, vas-y. Et d'ailleurs, Chélie a développé une activité qui justement permet d'accompagner les afrodescendants qui veulent retourner sur le continent, puisqu'elle l'a expérimenté. Vous la suivez sur sa page.
Et vous savez qu'elle est retournée au Bénin, qu'elle s'y est installée avec sa famille, avec son époux. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on prépare. Et c'est ce qu'elle vous dit sur cette chaîne-là. Et donc je l'ai invitée à rejoindre l'aventure Coach Rocky sur la partie professionnelle, même perso, hein, parce que ça peut être détaché du perso. Et voilà, donc comme elle est experte dans son domaine, elle l'a vécu elle-même, il n'y a rien de mieux que l'expérience. Elle s'intégrera dans cet accompagnement et je suis vraiment ravie de collaborer avec toi. Ouais, voilà. Une belle collaboration. Ouais. C'est important de se préparer et je pense qu'il y a plusieurs domaines en fait, dans lesquels, comme je disais tout à l'heure, il faut se préparer. Donc vraiment, si votre but, votre objectif, c'est de retourner en Afrique, mais avec succès, eh ben, il faut se faire accompagner et il faut travailler vraiment sur le retour. Ouais. Exactement. Ouais. D'ailleurs, question, est-ce que tu penses un jour faire ton retour en Afrique? Ah là 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 là. La question. Alors, moi je me considère vraiment comme une personne à la double culture. Voilà. J'aime être en France. Pour toute mon histoire, évidemment. Alors je suis plus une francilienne qu'autre chose. Hein. Je suis pas non plus. J'aime bien découvrir la France, hein, franchement. Et j'aime beaucoup aussi être au Sénégal. Alors je connais pas beaucoup d'autres pays, hein, clairement, mais quand on descend, voilà, on pose le premier pied, il y a quelque chose qui est juste, ça ne s'explique pas. Ouais. Et on s'y sent bien. On s'y sent vraiment bien. Et la dernière fois que j'y suis allée, j'ai voulu y aller seule, sans les enfants, sans ma famille. Sans aller dans la famille, dans un hôtel. Enfin, il y a juste une tante qui était au courant et qui surveillait de loin, chez qui je suis descendue. Mais après, j'ai pris une belle chambre d'hôtel voilà. Et là, j'ai fait mes premières interviews, hein, quand les artistes t'inspirent à l'époque. Et je me suis sentie tellement heureuse, tellement libre d'être qui je suis, sans se poser de questions, sans être. Pour moi, c'est trop important, être. Et oui, j'aimerais bien. D'autant plus que mon fils, il n'y a pas longtemps, m'a dit mais moi je suis prêt à aller au Sénégal. Alors que c'est un enfant qui a grandi ici et qui est peut-être même un peu plus déraciné que je le suis parce que les langues, il ne les parle pas parfaitement. Mais oui, j'y pense, mais je n'ai pas trouvé la solution qui me convient pour l'instant. Je ne pense pas être en mesure de rester de façon continue. Puis il y a la santé aussi, qu'il faut que je puisse gérer cet aspect-là. Mais y être plus souvent, ouvrir un business avec des idées déjà très concrètes. Et puis après, on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Possiblement que je puisse faire ma retraite là-bas. Donc, ouais, ça peut être envisageable. C'est tout ce que je suis. Ça peut être carrément envisageable, ouais. Selon toi, s'il y avait un plan d'action, une stratégie pour justement préparer correctement en fait son retour en Afrique, quelle serait cette stratégie? Eh bien écoute, donc dans la partie coaching professionnel, vraiment on aborde cette question-là. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a identifié le type d'entreprise dans lequel, alors je parle de l'aspect coaching, hein, mais c'est valable pour les gens de façon individuelle, une fois qu'on a identifié ce pourquoi on est fait en termes de mission de vie, une fois qu'on a identifié les compétences techniques que l'on a, les soft skills aussi que l'on a, l'adaptabilité qui est très importante, une fois qu'on a travaillé, si on ne les a pas travaillé sur certaines des compétences et qu'on est quasiment sûr de trouver un métier sur place ou de développer une activité, la stratégie c'est la préparation. Donc on n'y va pas, on se dit j'ai trouvé un boulot et j'y go. Pourquoi pas, on pourrait se dire, on le fait bien là, j'ai trouvé un travail, j'y vais, je trouve mon appartement, etc. Mais comme tout est différent, comme tout est en termes, la culture d'entreprise, dans les entreprises ne sont pas les mêmes, le rythme de travail n'est pas le même, c'est souvent lié au temps aussi, il y a des journées continues en fonction de la chaleur, il y a une façon aussi d'échanger, de collaborer qui est très différente, donc c'est important de connaître aussi comment, dans le pays qu'on a choisi, de savoir comment on y travaille. Et je pense que tu me contrediras après là-dessus, et de comprendre que tout ce qui est administration, ça ne se fait pas en un claquement de doigts.
Même avoir un compte bancaire où tu veux faire un transfert, ça peut prendre des heures. Non, des jours, pardon. J'ai déjà eu... gentil. Voilà, on m'a déjà raconté ça, tu veux juste faire un virement à quelqu'un, bam, ça va te prendre 3-4 jours, il faut appeler, mais que se passe-t-il, etc. Donc il faut apprendre à être patient. Et moi, les maîtres mots, c'est la discipline, la patience et la persévérance. Donc déjà s'habituer. Et comment on fait quand on est ici? Idéalement, c'est qu'il faut se préparer aussi financièrement, comme tu le disais. Et on y va avant. L'idéal, c'est ça. Voyage de repérage. Exactement. Parce que y arriver pour... Non, surtout quand c'est pas son pays d'origine et qu'on en a entendu parler comme étant un pays formidable, on ne peut pas se baser que sur des images qu'on voit sur les réseaux. Donc il faut y aller, et moi je recommande 2 fois avant. Si vous avez plus, il faut y aller plus souvent évidemment, mais à minima 2 fois. Première fois pour en mode chill, découvrir, etc. Et commencer à se construire son petit réseau sur place. Et ensuite, une deuxième fois, pourquoi? Parce qu'il y a ce réseau qu'on s'est construit sur place et il y a le réseau qu'on va travailler sur les réseaux sociaux, justement. LinkedIn, qui est une source puissante de rencontres, d'échanges. Donc voilà, et ça c'est une stratégie aussi, ça se travaille, etc. Mais voilà, et la deuxième fois, donc on y retourne avec ces contacts que l'on a déjà fait dans le premier voyage. Et secondement, pour networker dans le pays. Poser les questions, et de façon plus longue. Alors, je ne sais pas si tu recommandes 1 mois, 2 mois, je ne sais pas ce que tu pourrais recommander. Je te recommandais c'était 1 mois, mais après, voilà, on est conscient de la réalité des gens ici, on n'est pas forcément énormément non plus de vacances, ici on est pas mal en France. Mais l'idée, c'est au minimum 2 semaines au moins pour le premier voyage, et après 2 semaines pour l'autre voyage, c'est minimum déjà. Donc, l'idée, c'est dans tous les cas de se déplacer et puis de voir sur place si ça vous convient, si vivre en Afrique vous convient. En 2 semaines, c'est compliqué de savoir. Oui, mais au moins, voilà, on se fait des a priori au moins. L'idéal, c'est quand même d'y rester 1 mois, parce qu'au bout de la 2e semaine et demie, on commence un peu à en avoir marre. Pour certains. Enfin, moi, en tout cas, si je pars trop longtemps, je suis pressée de rentrer chez moi. Donc, sauf quand je suis au Sénégal, je peux rester 2 mois, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je pense que psychologiquement, c'est la bascule entre ça devient un peu plus routinier. Donc là, on se rend compte dans les habitudes. Voilà, on est moins en mode ah bah super, je vais aller bruncher à tel endroit, je vais aller à telle soirée, etc. Là, on est plus dans le quotidien au bout de 2 semaines en fait. Et c'est là où c'est important de repérer par avance les networking dans lesquels on peut aller. Donc ça peut être comme ça qu'on peut choisir son billet d'avion aussi pour aller rencontrer les gens pour de vrai. Et surtout, aller dans les quartiers où vous voulez vous installer. Si vous ne les connaissez pas, il faut aller faire du repérage. Donc tout ça, c'est une stratégie, c'est un peu long, voilà. C'est pas un accompagnement qui se fait sur 1 mois, 2 mois, c'est très long, ça peut être 6 mois. C'est pour ça que c'est bien de le faire aussi avec Stéphanie, parce que moi, je ne vais pas pouvoir tout le temps être sur... voilà, mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'être préparé et de ne pas être pressé. C'est pour ça que je parle de patience. C'est-à-dire que, alors oui, si vous avez une opportunité de travail là, dans les mois à venir, le temps de signer les contrats, etc., va falloir accélérer. Mais ça peut être intéressant d'être accompagné sur place, en fait, de trouver une personne en local qui peut aider, conseiller sur les quartiers, etc. Après, dans la vie, il faut oser. Donc, on se prépare, mais il faut avoir de l'audace, il faut y aller, il faut tenter. Et ne pas y mettre tous ses espoirs. On souhaite que ça fonctionne, mais il peut y avoir des échecs, comme dans toutes les aventures de vie. Voilà. Et il faut les accepter, il faut les accueillir et surtout se libérer du regard des autres. Parce qu'il y en a qui échouent et qui reviennent. Et là, c'est la critique. Ah, mais t'as voulu partir, t'as dépensé tout ton argent là-bas, and so what? Vous avez essayé. Déjà, c'est bien. Donc, de ne pas être trop dur en termes de jugement. Les gens mettent beaucoup d'espoir dans ce retour en terre-mer. Mais soyez indulgents en fait avec vous-même. Ça peut être là, les 5... faut y aller juste pour 5 ans, par exemple, avec un statut expat qui va peut-être disparaître d'ailleurs, qui est vraiment un atout et c'est pas destiné uniquement aux Européens, sachez-le. Donc voilà, il y a toutes ces choses dont on parle dans les ateliers. Voilà, c'est ce que je dirais pour la stratégie pour retourner en Afrique. Est-ce que tu as un mot
pour la fin de cette interview. Un mot, une phrase. Bah déjà, gratitude. Merci beaucoup pour cet échange. Ça m'a replongé dans mon passé. Et je me rends compte que quand même, voilà, l'histoire est quand même longue. Et je te remercie. Voilà, si j'ai un mot pour la fin, c'est vraiment merci beaucoup. Merci pour ce que tu fais. Merci pour la différence que tu apportes. Ce plus que tu apportes dans ce monde. Et je te remercie de m'avoir invité dans ton émission et de m'avoir permis de m'exprimer. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Non. Merci à toi, Oki. C'était un plaisir de t'accueillir sur la chaîne by Shaili. Et à très vite. À très bientôt. À très vite. Oui. Merci. Avec plaisir. Au revoir. Et à chaque jour surgit sa joie. Ladies, you're so confident. Black queen, pink, yeah, I'm so confident. Je regarde le miroir, je suis confiante. Oui, depuis mon stairway and the car. Audacity, singularity. You let me slay with my flow, made by Shaili. Look me success, made by Shaili. If you so style, go see Shaili.